Bonjour et bienvenue à vous. Donc merci de participer à cette conférence de coach à Vibe Coding, mon voyage chaotique dans la création d'un SaaS. Alors j'oublie ma télécommande, mais a priori j'arrive à faire ça avec le téléphone. Donc merci à nos partenaires et à Obey et leur super vidéo. Alors pourquoi je suis là ? Qui suis-je ? Donc moi c'est Florian Grasso, donc je viens de Toulouse, pas originaire de là-bas, vous pouvez voir avec l'accent, je ne l'ai pas trop. Voilà, j'ai 2 garçons, 12 et 10, et je suis coach agile d'entreprise, donc j'interviens à différents niveaux dans l'entreprise, que ce soit au niveau des équipes, mais là je suis plus axé en ce moment par exemple sur le niveau portfolio, ou comment implémenter l'organisation à l'échelle au sein d'unités transverses. Alors, je vais juste parler de mon background dev, parce que je pense que c'est important par rapport au vibe coding. Et donc, j'ai fait du dev mais il y a longtemps, voilà, c'était du développement Java. J'ai un bac pro qui date de 2002 en maintenance des réseaux informatiques. Voilà, j'ai 20 ans d'XP et à peu près 15 ans en agile. Donc c'est pour expliquer un petit peu le contexte. Donc j'avais quand même quelques backgrounds techniques, mais voilà, c'était il y a longtemps. Donc ici, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment j'ai construit un SaaS en 10 mois avec uniquement de l'IA. Voilà, j'ai presque peu ou vraiment pas posé une ligne de code, que ce soit de la base de données jusqu'au front. Mais en fait, c'était pas mon but premier. Mon premier but, c'était la difficulté qu'on avait en tant qu'agiliste à trouver des missions. Voilà, on sait que le marché est un petit peu tendu depuis quelques années. Et ce que je voulais faire, c'était retourner un petit peu dans le cambouis, retourner un petit peu dans la tech et être plus proche des équipes, parler un petit peu de leur même langage et être un petit peu plus crédible, voilà, histoire de sortir peut-être du lot avec un petit peu d'espoir. Voilà, je vais vous transmettre là, en toute transparence ce que j'ai pu faire en 10 mois avec de l'IA. Alors, il faut savoir que ce n'était pas full-time job. Hein. C'est quelque chose que j'ai fait le soir, les week-ends, un petit peu sur mon temps libre. Donc voilà, donc j'ai créé une plateforme qui s'appelle Certiflow. Donc c'est un SaaS B2B2C. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la différence, mais B2B c'est donc du business de société à société. Et là, 2C, c'est-à-dire que je permets à des sociétés de vendre à des particuliers. Okay, l'idée, ça aurait pu être celle-ci, ça aurait pu être une autre. Ce que j'ai créé, c'est un outil qui permet de porter des certifications et de développer à la fin voilà, un PDF, un joli diplôme sur la certification qu'on a créée. Donc on importe ces questions, on gère des catégories, on fait de la randomisation, etc. Alors pourquoi ça ? Parce que je fais également partie du centre de certification Agile, qui est un des partenaires de Agile en Seine. On offre d'ailleurs des certifications. Il y a un petit QR code à scanner en bas dans la zone partenaire. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui on utilise l'outil qu'utilise Scrum.org. Et je me suis dit, oh, ça n'a pas l'air si compliqué. Donc ça, c'est la première erreur. Voilà, je me suis dit, bon, en quelques mois, ça devrait le faire, je devrais réussir, c'est pas trop complexe. Donc là, voilà, petite phase exploration. Donc, elle a duré à peu près 3 mois. Bon, les dates ne sont pas exactes, mais c'est un petit peu ça. Hein. Phase exploration. Alors, je vais, pendant tout le long de cette conf, poser un petit peu la timeline des LLM, parce que je pense que c'est important. Donc, j'ai commencé en décembre 24. Les LLM ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il existe aujourd'hui. On est sur du Gemini 2.0, DeepSeek R1, qui était le premier modèle chinois, qui était vraiment pas cher par rapport à des modèles comme Claude, mais il a vite été extrêmement saturé. Mais voilà à peu près au moment où j'ai commencé. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait mes premiers tests. Alors au début, j'utilisais ChatGPT en mode interface comme tout le monde. Je posais des questions, etc. J'ai même dû poser mes premières questions qui étaient vraiment d'un point de vue vraiment débutant. Après, j'ai utilisé plusieurs choses comme GitHub Copilot. Donc c'est un assistant qui permet de faire l'autocomplétion de code, mais il ne permet pas d'écrire complètement son code. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Ensuite, j'ai basculé sur Claude, Gemini. Voilà. Quelqu'un connaît Ollama ici ? Ça vous parle ? Ouais, je vois 2-3 lever les mains. Ok, il y en a quand même 2-3. Donc Ollama, en fait, ça permet de faire tourner un LLM comme ChatGPT en local sur sa machine.
Par contre, c'est pas la même puissance parce qu'il faut avoir soit une machine de foudre de guerre parce que ça demande énormément de consommation GPU et de RAM. Mais l'idée est là. Donc en fait, sur Ollama et plein de sites, on peut télécharger un équivalent de ChatGPT, l'installer sur son ordinateur en local et lui poser des questions. Il nous répond. Il a été entraîné avec plein de choses, mais le modèle est forcément réduit. Et ça va pas très vite. Voilà. En tout cas, à l'époque, c'était, on voit quand on discute avec ChatGPT ou Claude, ça va quand même assez rapidement. Ollama, c'était, je sais pas moi, 10 mots par 30 secondes. Donc voilà, ça coince un petit peu. Et après, j'ai testé différents outils comme Bolt.new et V0.dev. Est-ce que ça vous parle, ça? Bolt.new, ouais, levez la main, s'il vous plaît. Ok, donc il y a quand même des gens qui connaissent. Il y a un truc qui a fait pas mal le buzz ces derniers temps, c'est Lovable aussi. Voilà, donc c'est un peu dans la même veine, on pourra en voir un petit peu après. En gros, c'est une interface, c'est qu'est-ce que vous avez envie de construire aujourd'hui, et en fait, vous décrivez ce que vous voulez construire, et derrière, il va complètement créer, en tout cas tout le front, des fois même jusqu'au back. Voilà, donc j'ai passé énormément d'heures sur YouTube. Il y avait des nouveaux modèles qui apparaissaient chaque semaine. Je vais juste revenir là, mais ma première commande, c'était ça. C'était How to run Next.js Server. Je ne savais même plus comment lancer un truc en local. Donc c'est voilà, pour vous dire un petit peu le niveau de technicité que j'avais. Et ensuite, j'ai découvert plusieurs outils. Donc dans VS Code, alors VS Code, c'est Visual Studio, pour ceux qui ne voient pas. Donc c'est un éditeur de code, et à l'intérieur, il y a plein d'outils. On peut installer des outils Python, JavaScript, etc. Et il y avait des outils comme Klein, RuCode, voilà, j'ai fait une faute, Windsurf, Cursor, etc. Ce sont en gros un intermédiaire qui permet de se connecter derrière à des agents LLM. Donc en fait, soit on utilise les LLM comme Claude Code, Gemini directement en interface graphique, soit on peut les utiliser en connectant avec une API. Okay, donc en gros, on va sur leur site, on crée un compte, on fait générer une clé API, il vous donne un chiffre de 32 caractères, vous allez dans VS Code, vous le copiez-collez, terminé. Voilà. Là, on est connecté et ça permet du coup à des agents LLM d'interagir directement avec votre code. Okay, juste dans la salle, qui c'est qui a déjà fait ça, qui fait du vibe coding ou qui a intégré des API directement avec du VS Code ou des choses comme ça? Ok, il y en a quand même quelques-uns, 5, 6, 7, à peu près 10. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour moi la révolution en janvier. Donc j'ai fait les premiers tests, voilà, Bol.new, ça ressemble à ça. Je lui ai demandé une plateforme pour créer des choses. Donc il crée un joli truc, mais derrière, voilà, c'était un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai testé. Donc je prenais des screenshots des concurrents et je lui disais construis-moi la même chose. Donc là on voit, c'est un clone de class marker avec v0.dev. Donc je suis allé sur class marker, j'ai créé un compte, j'ai fait tiens, peut-être que je vais me passer sur ça, je fais un screenshot, je lui donne, il est quand même capable, c'était il y a un an, de revoir un petit peu l'interface graphique, de créer ce qui va bien, et tout ça c'est fonctionnel. Je clique, il ouvre, etc. Donc j'ai passé pas mal de temps à l'époque. À faire ça, aller dans les menus, prendre des screenshots, coller dans le truc, essayer de voir s'il arrivait à construire. Alors il n'y avait pas forcément, c'était pas forcément, comment dire, très propre d'un screenshot à l'autre. Voilà. Après, j'ai basculé sur d'autres choses. Donc on voit que j'ai commencé à créer des dashboards qui étaient un petit peu plus sympas. Donc on voit Acme, bon voilà, mais avec des menus, avec de jolis graphes. Donc tout ça, c'est généré par l'IA. Au fur et à mesure que les modèles évoluent. Et là, c'était une première tentative de front pour pouvoir passer des questions, comme vous avez sur n'importe quelle plateforme. Donc avec la question, on peut bookmarker, on voit en haut, là, c'est Alex Johnson. On peut naviguer, voilà. Donc tout ça était fonctionnel en local, évidemment. Pour l'instant, il n'y avait rien en prod. En février, j'ai commencé à explorer un petit peu tout ça. Et au fur et à mesure que je cherchais dans YouTube, comment ce qu'on faisait, et il y a plein d'icônes là, de ces trucs-là qui ont popé partout. Mais moi, bon, maintenant, il va falloir que je me décide. Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise une base de données Supabase? Est-ce que je prends du MongoDB? Voilà. Est-ce que je code en Node.js? Enfin, je laisse l'IA coder. Node.js, Next.js, etc. Voilà. Donc, et après, où est-ce que je publie ça sur Internet? Est-ce que je mets ça sur Amazon? Est-ce que je mets ça sur Vercel? Voilà. Donc, je me suis posé toutes ces questions et je ne savais pas. Bon, à un moment, j'ai quand même fait un choix.
Et en fait, en mars 2025 à peu près, il y a Claude 3.7 qui est arrivé. Et c'est là que j'ai dit, bon, allez, ça y est, je choisis ma stack. Donc je suis parti sur Vercel donc pour le hosting, Next.js 15, React 19, TypeScript, Supabase, Prisma, etc. Je ne sais pas si ça parle, Shadcn UI, tout ça, ça vous parle? Mais en tout cas, c'est voilà, c'est des outils. Supabase, c'est pour la base de données, donc c'est genre du SQL. Et j'ai fait ce qu'il était possible à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, en sachant, alors je ne veux pas faire de la pub, hein, mais Vercel par exemple, c'est un outil vraiment sympa. Next.js, je crois qu'il y a genre Netflix utilise ça pour la plateforme, c'est quand même un gros truc qui est basé sur du JavaScript. Enfin, ce sont des frameworks et des outils qui sont quand même assez reconnus. Donc là, j'étais OK, let's go, on y va. Je commence à faire 2-3 requêtes, donc c'était par million de tokens. Et là, en une journée, j'ai dépensé $100. Donc j'ai fait, ah oui, bon, ça pique un peu. Donc on va essayer d'attendre, on va faire autre chose. Et j'ai quand même fait, bon là c'est la phase build, donc à peu près avril-juin. Donc j'ai expérimenté d'autres modèles, donc là il y a Gemini 2.5 qui est arrivé. Vu que ça me coûtait trop cher avec Claude, ce qui s'est passé c'est qu'ils offraient $200 de tokens si on utilisait leur IA à chaque nouvelle adresse mail créée. Donc j'en ai créé 10. J'ai essayé de switcher les unes après les autres, mais j'ai mal géré. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce genre d'email là, donc monthly Anthropic, API expand exceeded. Donc là, j'ai dépensé $250 là pour Anthropic. Et puis après, j'ai reçu un mail de Google là avec 400 €. J'ai fait aïe. Bon bah là, ça fait mal quand même, hein, parce que je l'utilisais quand même de manière assez intensive. J'utilisais je sais pas combien de millions de tokens par jour. Hein. Et vu en plus que j'étais quand même un gros noob en développement, voilà, il y avait beaucoup de choses que je refaisais, mais ça m'a coûté quand même un peu d'argent. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Claude Max Plan qui est arrivé. Donc ça m'a sauvé la vie, ça. Mon façon de parler. Hein. Donc là, Claude proposait alors deux choses. Un outil qui s'appelle Claude CLI, ce qui était Claude Code. Donc en gros, on avait directement dans le terminal, on a installé sur notre ordinateur, et ça allait avec un plan illimité. Yes! Donc là, c'était $180 par mois pour pouvoir interroger les IA, créer le code automatiquement, faire des tests, tout ce que vous voulez, illimité. Bon, il y a 2-3 moments, j'ai atteint la limite. Donc il me disait, bon, là, on ne peut plus. Il faut attendre 1 heure ou 2, et après, on peut continuer. Et récemment, j'ai appris qu'ils avaient changé leurs conditions. Donc j'imagine dans leurs conditions de vente, ils ont la possibilité de changer ça quand ils veulent. Et a priori, là, sur les derniers retours que j'ai eus, parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas codé, vibe codé, les limites sont beaucoup plus strictes. Donc voilà, donc Claude Code arrive, donc là, ça change tout. Voilà, c'est ce que je disais. Il arrive aussi avec des nouvelles règles, une nouvelle façon d'interagir avec les IA. Et notamment un outil, ou plutôt même si j'avais pu commencer à expérimenter ça avec les outils comme Klein, RuCode, etc. Là, on avait vraiment intégré à ça, il y avait un set de règles, et à l'initialisation, il crée des règles pour comprendre le contexte du produit qu'on veut créer. Donc je vais en parler un petit peu plus en détail. Ce que j'aurais pu faire aussi, bon, c'est pas grave, je vous montrerai après. Donc là, je suis en mode vélocité impressionnante, je ponds des features très très rapidement. Voilà ce qui prendrait, je sais pas moi, une équipe, un sprint entier à faire. En 3 heures, il me sort la feature, elle est fonctionnelle. Je trouve ça vraiment intéressant. La problématique, ou plutôt ce que je vais vous dire après, c'est que rappelez-vous dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Moi, au début, j'ai tâtonné, j'étais en mode exploration. Donc, même si j'étais en mode exploration, j'ai quand même commencé à coder. Enfin, il a quand même créé des features, j'avais quand même pas mal d'API, j'avais quand même pas mal de code déjà. Et vu que j'ai pas les notions que peut avoir un architecte dev ou une équipe de dev, qui eux, ils vont d'abord penser l'architecture logicielle. Ils vont penser à comment créer tout ça. Moi, j'avais pas soit ces notions-là, ou alors je les ai apprises un petit peu sur le tard, ça se va voir. Donc, ce que j'ai construit,
Donc, c'est donc une stack complète que je vous ai expliqué. J'ai créé 3 environnements différents. Donc, j'ai vraiment un dev, staging et prod avec tout est connecté, et j'ai un CI/CD avec GitHub Action. Donc tout ça, c'est l'IA qui m'a aidé à le construire. Ok. Moi, le CI/CD, j'en parlais en tant que coach. Je disais oui, c'est important, il faut faire ça. Quand il fallait le mettre en place, je me suis dit comment je fais. Donc j'ai posé la question. Et en fait, il sait le faire tout seul. Donc voilà, donc là ça a fini. Alors j'avais préparé une vidéo avec un GIF, bon vous l'aurez pas. Mais en gros, voilà, il y a les BDD tests, donc Behavior Driven Development. Il y a des service contracts, il fait le linting, type check. Donc type check, c'est pour TypeScript. C'est parce que JavaScript de base n'est pas typé. Enfin bon, voilà. Il y a des end-to-end tests, build, deploy to stage, etc. Donc ça, c'est le truc que j'ai fait il y a 2 mois. Bon, c'est à peu près 2 mois que j'avais arrêté de coder parce que je faisais autre chose. Mais voilà, donc ça prend pour 18 minutes. Oui, c'est ça. Et à la fin, quand ça passe, ça déploie en prod. Okay, j'ai à peu près 1400 tests unitaires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gage de qualité, hein, mais il y a 1400 tests unitaires. Et en fait, tout ce que j'ai pu demander à des équipes de dev, j'ai réussi à le faire tout seul, sans aucune expérience. J'ai même réussi, je voulais m'amuser, parce que je voulais dire, tiens, toutes les équipes dev, elles avaient du mal à implémenter ce genre de choses. Ça s'est fait en une journée. Donc, je lui ai demandé de me créer un performance CI/CD. Donc, il m'a installé des trucs que je ne connaissais même pas, K6, artillerie. Et en gros, ça simule des connexions simultanées d'utilisateurs. Donc là, j'ai 200 utilisateurs qui se connectent à mon site, qui passent des tests en même temps, ils simulent la performance, à partir de quel moment est-ce que ça devient une responsive, ou au bout de 10 secondes, du coup, c'est plus possible. Donc voilà, ce genre de choses. Bon, ça passe quand même 30 minutes à passer tous les tests. Et ça a aussi amené la douloureuse de GitHub Action. Alors GitHub, c'est gratuit, ok, jusqu'à un moment où on passe tellement de code, c'est en minutes, je pense, et en fait, j'ai tellement passé de commits et de choses comme ça, je ne sais pas combien de commits je faisais par jour, mais voilà, tout de suite, je suis arrivé à des limites impressionnantes, et j'avais vite $100 de frais pour pouvoir utiliser GitHub. Donc là, un petit peu sur les outputs. On a combien de temps là à peu près ? 10 minutes, ok, ça marche, merci. Donc voilà, alors ça c'est vanity métrique. Hein. Il y a 247 000 lignes de code quand même. Il y a presque 200 API REST, 1400 BDD, voilà, 3 environnements, il y a plus de 20 features en prod. Donc c'est pas un petit truc, quoi. J'ai pas commencé par un petit truc, c'est un B2B2C. Et les outcomes, donc énormément d'apprentissage, bon, plus de 2000 balles dépensées, je n'ai même pas calculé. 0 revenu, hein. Pour l'instant, c'est pas en prod. Enfin, c'est en prod. Vous allez sur certiflow.co, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. On va voir. Donc, il n'y a pas de lancement officiel encore. Okay, donc, je pense qu'il manque encore un petit truc pour que vraiment j'arrive à lancer tout ça. Le but, c'est pas de faire la promotion du produit, mais voilà. Donc, un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc, authentification, model token based. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne elle va passer un test, ça lui enlève un token. Et puis j'ai un système où il n'y a pas de monthly payment, tu payes 30 centimes le token, et puis voilà. Donc gestion des tests, il y a un wizard qui t'aide en fait à importer tes questions, à les randomiser, un système de mail, qu'est-ce que j'ai d'autre comme feature ? J'ai de i18n, donc entièrement anglais-français. J'ai dashboard, user management, on peut importer de l'utilisateur, il y a un airbag system. Donc on peut donner des permissions, lui il a le droit de créer ça, de ne pas créer ça. Il y a un template designer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de SVG pour pouvoir imprimer votre joli diplôme, il y a un truc built-in à l'intérieur, vous positionnez vos variables, vous imprimez en PDF, voilà, il le fait automatiquement. Il y a des cron jobs, il y a plein de trucs que j'ai pas fini aussi. Hein. Voilà, il y a des niveaux pour pouvoir... le scoring system, c'est... une réponse est bonne, sinon on peut mettre des variables aussi, on peut faire des calculs. Ah, si on n'a que 2 réponses sur 3, est-ce qu'on me donne un tiers des points, etc. Voilà. Et il y a encore tout ça qui est en cours, voilà, que j'ai pas fini. Voilà, donc ça c'est la reality check.
Donc une fois que j'ai fait tout ça, on arrive... Est-ce que ça passe? Voilà, il y a un petit peu le merge j'aurais dû. Donc en gros, 75% des commits, c'était du fixe. Okay, alors c'est pas moi qui ai fixé, hein. Donc la manière dont je fais, c'est que je code avec l'IA. J'ai des erreurs, tout bêtement, je prends le code de l'erreur, je le fous dans la console et je lui dis corrige. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, on va sur les serveurs aussi. Et la plupart du temps, ils se débrouillent. Alors, je vous disais, enfin, je dirais pas ça la même chose. Il y a un an, je m'arrachais les cheveux, hein. J'insultais les IA dans le terminal. Mais c'est pas compliqué, je t'ai demandé juste de faire ça. Et en fait, voilà, il perdait le contexte, il perdait la mémoire, donc c'était compliqué. Voilà, donc grand refactoring à un moment, parce que j'ai du multi-tenant system aussi. Alors c'est quelque chose qui était complètement pas du tout familier pour moi, mais quand on crée un SaaS, il y a John qui s'inscrit, il veut créer ses questions, etc. Il faut que Jane, quand elle s'inscrit, elle ne voit pas les questions de l'autre. Donc en fait, on fait de la ségrégation de données, puis il y a plusieurs manières de le faire. Soit on fait 2 bases de données différentes, soit dans chaque requête, il faut indiquer l'ID du tenant de la personne. Voilà, donc j'avais tout ça, donc j'ai dû passer énormément de temps à refactorer. Voilà un petit peu la répartition des fixes. J'ai aussi pas mal galéré une fois que j'ai voulu mettre mes 3 environnements, les faire fonctionner une fois que j'avais tout mon code à l'intérieur, etc. Voilà, donc je comprends pourquoi les devs se disent bon, on fait d'abord toute l'architecture d'abord en premier, on pose le plan et ensuite on développe. Voilà, back-end first, quoi. Voilà, donc résumé des 3 phases. Exploration avec les vieux LLM, enfin les vieux, ça va tellement vite que de toute façon ils sont vite dépassés. Phase build, voilà, peu de règles, beaucoup de features. Et après reality check quand il a fallu vraiment, bon allez, j'ai essayé de mettre tout ça en prod, je fais un truc propre parce que je coach des équipes et puis ils ont tous j'ai envie de voir en gros comment ça se passe. Donc si je peux faire un petit résumé, IA LLM, voilà, ça amplifie vraiment tout. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas des règles, si on ne donne pas un set, un cadre, en gros, il va partir là où il a envie d'aller. Donc il ne va pas sauver tout ça. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne, poser des règles strictes, expliciter le contexte. On a aussi des modèles sur les LLM où on peut autoriser automatiquement la modification du code, où on peut lui demander de créer en mode plan. Donc en gros, on lui dit, voilà, j'ai envie de faire ça, telle feature, donne-moi ton plan. Il réfléchit, il analyse plein de trucs, et puis après, il revient vers toi. Et après, tu peux dire, OK, ça me plaît, sinon tu redemandes une modification, et après, tu continues. Tu ne sais pas faire, mais il n'y a pas de souci. Hein, pour le vibe coding, hein, tu lui poses la question directement. Donc, tu ne te rappelles plus des variables qui sont sur tes environnements. Tu lui demandes, il va te trouver l'info. Il se connecte aussi à différents outils. Tu ne sais pas comment intégrer la version de Stripe, tu lui demandes. Il va trouver, bon, des fois il n'est pas tout à fait à la page, mais en tout cas il saura t'envoyer vers l'information qui va bien. Si tu ne sais pas comment créer le bon prompt, tu lui demandes, il peut te donner le prompt qui lui va bien. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec l'IA. Donc petite phase de rétrospective. J'aurais aimé vous montrer un peu plus de techniques. On va faire après, on va quitter les slides. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Hein. Donc tu es en train de me dire que pour que l'IA comprenne tout ça, il faut lui poser une vision, des règles strictes, des règles de codage, peut-être une DOD ou une DOR, et pas approuver systématiquement. Enfin, ça vous rappelle pas un peu quelque chose? J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on demande aux équipes, non? Si on leur donne pas une vision, voilà. Donc c'est un peu pareil. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Ça paraît logique, hein. Voilà. En tout cas, j'ai réussi à faire les choses un petit peu différemment après, surtout avec l'arrivée des nouveaux modèles. Dans Claude Code, par exemple, on a un /init qui est un peu une commande magique. C'est-à-dire que lorsque vous avez du code, il va analyser tout votre code. Il va essayer de comprendre le contexte. Et après, il va créer un fichier qui s'appelle claude.md. Et à chaque fois, il va charger ça en mémoire. Donc là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et moi, je vous encourage vivement à mettre, par exemple, si vous utilisez Claude Code, de mettre la vision de votre produit,
quelles sont les principales features que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vous différencier de la concurrence, etc. Et en fait, il va toujours avoir ça en mémoire au moment où vous allez coder avec lui. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Il y a un an, il fallait vraiment faire des petites sessions de vibe coding. Et après, une fois qu'ils perdaient la mémoire, ils partent en hallucination complète. Là, c'est plus le cas. Ils arrivent maintenant à gérer ça. Donc, on peut coder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans problème. Il va toujours garder en mémoire ce qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai essayé de lui demander de résumer un petit peu ce que contenait le mien. Donc en gros, il contient toutes des règles obligatoires. C'est-à-dire que par exemple, là, à chaque fois que je lui demande de coder quelque chose, donc déjà, j'ai créé mes propres commandes qui s'appellent par exemple CCF pour Cloud Code Feature. Et en fait, il y a tout un aspect à l'intérieur qui lui dit tu ne codes pas avant d'avoir d'abord fait les tests. Donc c'est test first. Il lance les tests, ça plante. Après, voilà. Donc il a vraiment cette approche-là. Il a des approches CTD obligatoires. Donc il fait de la memory optimization, il fait du rate limiting pour éviter, par exemple, que je sais pas, il y a 100 personnes qui viennent de se connecter sur de l'API. Et ben, je crois qu'il va limiter le rate. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il a réussi à amener tout seul. Voilà. En tout cas, on peut mettre énormément de règles qui justement va pouvoir cadrer l'IA sur ce qu'il est censé faire. Et là, on est en septembre-octobre. Là, il y a le nouveau Claude 4.5 qui est sorti, DeepSeek, et potentiellement des futurs. Là, j'ai déjà eu des overviews de Gemini 3.0. A priori, il va tout révolutionner, etc. Ce que je peux dire là-dessus... ah oui, ça, je voulais peut-être vous faire une petite démo. Combien de temps il me reste ? Donc en gros, je voulais vous faire la démo. Pardon ? C'est temps ? C'est fini là ? Oh, merde. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous le montrer en direct. J'en aurais pas eu le temps. J'ai créé un type builder Pokémon en 10 minutes hier. Et en fait, je lui ai juste demandé, j'aurais dû vous faire ça avec le prompt, là, j'avais préparé le prompt, etc. C'est pas grave. En 10 minutes, il m'a créé un Pokémon Builder. Donc je lui ai dit, bah voilà, crée-moi juste un website. Je veux utiliser des API Pokédex, machin en français. Je veux pouvoir gérer une équipe Pokémon. Connecte-toi, crée-moi un truc. En 10 minutes, il m'a créé ça. Donc il a récupéré toutes les images. On peut rajouter Dracofeu, Carapuce ou qui vous voulez dans votre équipe. Si on va sur un des Pokémon, on a même toutes les stats, donc il récupère toutes les API, il montre les évolutions, les détails, il y a le numéro, il y a toutes les Pokémon, toutes les générations. Voilà, en 10 minutes, il m'a créé ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste... Donc là, c'est même pas en local. Donc si vous voulez, je peux même vous partager ça. Vous scannez le QR code, vous tombez sur l'application Pokémon. Là. Le code est libre aussi. J'ai mis ça sur GitHub en mode public. Vous pouvez récupérer ça. Voilà, j'ai pensé à ça parce qu'il y a le nouveau Pokémon qui sort dans pas longtemps. J'ai mes gamins, ils sont fans, donc ils le veulent. Je me suis dit, bah tiens, je vais leur faire ça en démo en live. Non, j'aurais pas eu le temps et j'ai oublié au début. Mais voilà, en 10 minutes, j'ai fait ça. Ce qu'il m'a juste demandé de faire, c'est que dans GitHub, il est là, on crée un nouveau projet. Voilà. Par exemple, on crée un truc qui s'appelle comme ça. On fait Create Repository. Là, on récupère cette commande-là, Git, et après, il suffit d'aller dans le code et lui dire, bah, tiens, maintenant que tu as fait le truc, push sur Git. J'ai connecté mon Git à Vercel, il va me créer une URL automatiquement, et puis c'est déployé. Voilà. Alors, c'est pas déployé avec une adresse, je n'ai pas créé un nom de domaine exprès. Hein. On peut voir que là, ça s'appelle Pokémon Team Builder-jet-vercel.app. Et voilà, ça suffit peut-être pour faire des prototypes hyper rapides. Moi, c'est ce pourquoi je vois l'IA vraiment intéressante pour ça. Et je me suis même amusé à faire un manifeste IA, un petit peu comme le manifeste agile, donc en 10 minutes aussi. Manifeste pour l'intelligence artificielle, des prompts clairs plutôt que des fait un truc. Il l'a fait tout seul. Voilà, les 12 principes avec les signataires GPT-5, O3 Mini. Voilà, je me suis amusé à faire ça hier à l'hôtel. Donc... Voilà un petit peu où j'en suis. J'ai juste peut-être un slide ou deux. Je suis comment là? Je suis en full screen? Non. Alors, hop, après on va faire les questions.
tac, tac, tac. Voilà, le futur. En fait, voilà, ça évolue vraiment à une vitesse incroyable. Il y a un an, c'était pas du tout possible ce que j'étais en train de faire là. J'imagine même pas ce qu'on peut être capable de faire dans un an ou deux. Les IA vraiment impressionnants. La vitesse de dev sera bientôt plus un problème, mais est-ce que ça l'a jamais été? Voilà. Donc moi je dis autant développer les bonnes choses et ce dont les clients ont besoin. Et après, on peut voir un peu dans les médias qu'on est vraiment dans une bulle IA. Voilà. Aux États-Unis, c'est impressionnant. Et voilà, est-ce qu'elle va exploser, quoi? Ou quand plutôt? Donc voilà pour les questions. J'ai pas pu faire trop de démos, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé vraiment faire un peu plus de choses. Merci à vous d'avoir été présents. Et, voilà.